1.12, l'épisode 1.12 de Communication 360. Bien le bonjour. L'Institut Pharma est fier de vous présenter cette émission hebdomadaire sur le web, quoique pendant les fêtes, on va s'entendre qu'on va probablement sauter quelques semaines, pour permettre aux communicateurs de parler et d'entendre parler de communication. Donc, comme je le dis depuis le début, j'insiste, mais j'y tiens, pour les communicateurs et par les communicateurs. Et aujourd'hui, c'est en relations publiques qu'on s'en va avec mon invité à l'instant. Il s'appelle Patrick Howe. Il est avec Consulat Relations publiques. Bonjour, M. Howe. Bonjour, M. Lemieux. D'abord, Consulat, c'est un nom très évocateur. Et je me demandais, est-ce que c'est parce que vous aviez des raisons consulaires ou c'est parce que c'est un nom qui allait bien dans les circonstances quand vous avez ouvert ça? Bien, ça va bien. En fait, un consul ou un ambassadeur, c'est le principal messager d'un État. Et quand on a fondé notre entreprise il y a un peu plus de 2 ans, mon collègue et moi, on faisait à la fois des relations publiques, mais également des relations gouvernementales. Alors, le consul, le consulat, ça allait bien. Et le bâtiment qui abrite nos bureaux ressemble à une ambassade aussi. Alors, ça allait de soi. Avez-vous des consulats comme clients aussi? Non, on n'a pas de consulat. On se fait poser la question des fois. Oui, j'imagine. Les relations publiques, en 2017, on en a parlé. D'ailleurs, il faut tout de suite le dire parce que vous êtes vice-président, je pense, de l'Association des relationnistes. On en a parlé avec la présidente des relationnistes au moment où vous aviez un grand banquet avec une grande soirée gala. C'est passé maintenant, et ça s'est bien passé. On a senti qu'il y avait eu une espèce de... Je ne veux pas dire une progression parce que vous ne partiez pas nécessairement de loin, mais d'année en année, ces choses-là, c'est pas évident. On ne peut pas faire des copier-coller de ce qu'on avait fait l'année d'avant. Quand vous êtes arrivé à votre gala cette année, Mme Paré nous disait, vous avez travaillé très fort pour que les pairs reconnaissent le travail de ceux qui étaient méritants cette année-là. Comment ça s'est passé quand on y était? Ça a été une extraordinaire soirée. En fait, ça a été l'événement de l'année dans le domaine des relations publiques. L'industrie s'était donné rendez-vous et elle était plus nombreuse que prévu à se rendre au cocktail avant et au gala des prix d'excellence. On a manqué de verres de vin, on avait manqué de chaises. Il y a eu plus de monde qu'on voulait. C'est un beau problème. Oui. C'est un très, très beau problème. La soirée s'est bien déroulée et on a eu un record de nombre de candidatures au prix d'excellence. Là, on parle de 45 mises en candidature, mais il y a eu 27 lauréats durant la soirée avec un grand prix. C'est une occasion aussi pour l'industrie de regarder les meilleures pratiques, de les reconnaître, de les souligner l'excellence dans le domaine, mais également de devenir aussi un objectif à atteindre pour tous ces professionnels en relations publiques qui voient d'extraordinaires campagnes sociétales de relations publiques, de relations avec des différents publics être couronnées de succès durant cette soirée-là. On a appelé l'émission Communication 360 parce qu'on n'avait plus le choix. Tout le monde parle de 360 parce que les boîtes de pub ont grossi, ont intégré d'autres boîtes de pub, ont intégré des boîtes de relations publiques. C'est vraiment pas le guichet unique qui est la norme, mais c'est le guichet unique qui est vraiment tendance, de là le 360. Vous, vous êtes niché en communication, relations publiques gouvernementales et relations publiques plus traditionnelles, mais de façon plus ciblée vers des organismes ou vers des clients commerciaux? Ou comment ça s'organise? C'est mixte. Et même des individus aussi, puis on pourra peut-être aborder cette question-là par rapport au tribunal populaire et judiciaire. Mais c'est ouvert. Ça demeure 360 quand même, parce que et c'est le principe même de notre petite agence, qui est un peu une nouvelle norme dans l'industrie, des plus petites agences, plus souples, qui disposent d'un bassin de collaborateurs triés sur le volet, qui peuvent répondre à des besoins complémentaires. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des employés spécialisés dans un domaine très niche tous les jours et de les payer 365 jours par année. Mais si on a un client qui a un besoin spécifique pour ça, on va aller chercher cette ressource-là qui travaille déjà avec nous, de toute façon, de façon plus ponctuelle. Ça nous permet de varier notre offre de service aussi, qui devient, au bout de la ligne, 360. Vous n'avez pas dit le mot réputation, mais en même temps, on sent qu'il est maintenant dans toutes les conversations, à cause du web, à cause des médias sociaux, à cause de toutes sortes de problèmes qu'on voyait venir quand les médias sociaux sont arrivés. Quand on a commencé à dire il y a 10 ans, attention à ce que vous mettez sur vos pages Facebook, quand vous allez chercher de l'ouvrage plus tard, ça va peut-être être un problème. Là, maintenant, on paye le prix de ces folies-là qu'on a pu faire et on comprend plus les enjeux réputationnels. Sans parler de cas particuliers, puis sans parler de ce que je sais qui vous tient à cœur parce que vous êtes sur le point de publier quelque chose que je trouve brillant, le réputationnel, c'est vraiment
l'enjeu fondamental des années 2015-20, là. Plus que jamais. J'ai en tête une citation de Richard Branson de Virgin, qui est à la tête d'une compagnie multimilliardaire, Virgin Mobile. Il travaille maintenant sur des projets de tourisme spatial. Et lorsqu'on lui a posé la question, c'est un journaliste qui a posé la question, qu'est-ce qui vaut le plus cher pour vous avec toutes ces bébelles technologiques et ces industries autour de vous? Puis il a répondu spontanément, mais c'est ma réputation et celle de ma marque. Alors, à partir du moment où la réputation est malmenée, pour toutes sortes de raisons, c'est la marque et c'est l'ensemble des produits de l'entreprise qui peut mal aller. Et la marque ou la réputation, et nous, on travaille beaucoup dans la gestion de la réputation, c'est la locomotive de bien des choses. Une fois que la locomotive est sur les bons rails, elle est suffisamment puissante pour tirer un nombre de wagons appropriés et qu'elle a une bonne direction et un air d'aller, c'est plus facile après ça de rajouter des wagons qui sont des messages, des produits et de travailler avec ça. Alors, c'est comme ça qu'on voit la gestion de la réputation. Et oui, les réseaux sociaux, les médias sociaux rajoutent une dimension nouvelle, mais qui est essentiellement une dimension de rapidité d'exécution. Les crises se génèrent et se créent beaucoup plus rapidement qu'auparavant et elles disparaissent plus rapidement qu'auparavant, mais les dommages sont aussi importants qu'auparavant, par contre. Je vous écoutais et je me disais, en relations publiques, on a, et je le sais pour avoir parlé à quelques-uns, on a presque atteint un niveau où les gens vous regardent presque comme des impresarios, des agents d'artistes un petit peu, au niveau de la réputation. Tu sais. Ils voudraient avoir un plus grand profil, ils voudraient avoir un profil plus public, un profil plus X, Y, Z. En fait, ils se magasinent un profil des fois. Ça, est-ce que c'est venu pervertir un peu, parce que c'est possible aussi, on peut travailler, si on veut, sur les médias sociaux pour augmenter, souligner, surligner, colorer le profil de quelqu'un. Est-ce que ça fait partie maintenant des nouvelles relations publiques? C'est une tendance, en fait, puis on le voit dans le plus grand nombre de personnes qui investissent cette profession-là. Le nombre de professionnels en relations publiques augmente sans cesse. Pourquoi? Parce que les entreprises, les organisations se rendent compte qu'elles doivent davantage communiquer avec leur public et qu'un enjeu de réputation, qu'il soit positif ou négatif, c'est nécessaire de bien le gérer, de bien le travailler, d'avoir une stratégie cohérente en relations publiques en amont et en aval aussi d'une crise, par exemple. Mais ce que vous dites est intéressant. Contrairement à l'idée reçue, et moi je suis très sévère par rapport à ça, les professionnels en relations publiques ne sont pas des faiseurs d'images. C'est galvaudé comme façon de fonctionner. Moi, vous l'avez mentionné, la réponse, c'est qu'on surligne ou on souligne un trait de personnalité, un produit ou une façon de faire ou d'une organisation, d'un individu qui mériterait d'être davantage mis de l'avant et qui est propre à gérer de façon favorable la réputation. Mais on ne peut pas coller quelque chose d'artificiel. On peut créer une image de marque avec des outils marketing de toutes pièces, avec de la publicité, etc. Mais une réputation, on ne peut pas la créer. On peut souligner des bons coups, on peut l'aider à sortir d'une mauvaise passe, mais c'est difficile de créer quelque chose de complètement artificiel. La recette ne prendra pas. J'aime la conversation parce que ça m'amène quelque part où ça fait un bout de temps que je veux aller. Ici, chez Format, on fait de la formation de médias. Et moi, je suis un apôtre du naturel. Oui. Ça m'a bien servi pendant 37 ans de carrière en médias, donc je ne vois pas pourquoi ça ne servirait pas tout le monde. Je pense qu'on est devenu plus sophistiqué avec le temps. Les gens qui écoutent et qui regardent des porte-paroles ou des gens qui interviennent, parce que maintenant, tout un chacun peut embarquer sur son Facebook puis nous envoyer quelque chose, puis il peut nous atteindre, il peut nous émouvoir, il peut nous convaincre. Exact. Donc, les beaux parleurs d'une certaine époque, avec tout le mérite qu'ils avaient, parce que c'était pas évident d'affronter des meutes de caméras, des journalistes, c'est plus de la même façon que vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas faire la réputation de quelqu'un, mais on peut l'aider, on peut l'adoucir, on peut le surligner, souligner. De la même façon, quand il est moment d'intervenir avec les médias, on ne peut plus juste avoir un beau discours creux. Ça ne marche plus, ça. Non. Puis prenez en exemple Anthony Scaramucci, le très éphémère directeur des communications de Donald Trump l'été dernier, qui restait en poste 10 jours. C'est un homme d'une très grande éloquence,
qui se présentait bien devant les médias avec des extraordinaires beaux complets, etc. Mais c'était non seulement des phrases creuses, mais il ne connaissait pas la mécanique, la démarche structurée de relations publiques. Il n'avait pas ce respect-là envers ses différents publics. En moins de 24 heures, il avait déjà menacé des journalistes. En 48 heures, il avait diffamé la moitié de la Maison-Blanche et mis son patron dans l'embarras moins d'une semaine après l'arrivée de son... Pourtant, il était capable de se mettre dans l'embarras tout seul. Et il s'était mis dans l'embarras, oui, exactement, mais il en rajoutait une couche supplémentaire. Alors, c'est l'illustration par l'extrême et par le plus caricatural personnage qu'on a vu ces derniers mois dans le domaine, que l'éloquence n'est pas suffisante. Il faut vraiment connaître un savoir, et c'est pour rien que la profession s'est professionnalisée, si je vous dirais ici, puis qu'il y a même des discussions en ce moment pour la création d'un ordre professionnel. On en est rendu là. On ne peut plus se bricoler relationniste. Parlons-en du patron de Scaramucci, parce que j'ai posé la question à des collègues à vous. Est-ce qu'il a changé, M. Trump, le président, est-ce qu'il a changé la façon de faire des communications politiques, ou il l'a tellement poussé dans les derniers retranchements qu'on pensait qu'elle avait, la com politique, qu'il est en train de briser la machine? Oh, c'est une très vaste question. On pourrait l'aborder de différents angles. Il y a des enjeux stratégiques de edge politics, ce qu'il appelle, là, qui est une façon de faire de la politique là, vraiment sur le bord de la lame. C'est tranchant. Il cible un électorat qu'il cherche à maintenir ou à renforcer. En se foutant pas mal des autres. En se foutant pas mal des autres. Mais je pense que, puis quand on regarde un peu ce qui s'écrit et ce qui se dit aussi chez nos collègues américains, on se dit, bon, ben, on va le tolérer, mais on ne peut pas présumer qu'il y a un changement de fond dans la façon de faire des relations publiques, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Québec. Les mêmes standards éthiques demeurent et ça peut pas, il n'inventera pas quelque chose. Les gens réagissent de toute façon tellement négative à son approche et à sa vision de la communication que ça ne fera pas long feu. Là. En tout cas, le balancier va reprendre de l'énergie de l'autre côté à un moment donné, on l'espère, on le souhaite. Parce bien, que on le souhaite. Un retour. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure, on souhaite aussi revenir à des politiciens authentiques. Voilà. On l'a vu à la mairie de Montréal dernièrement, où on avait deux types de discours. Un discours très, très mesuré, prudent, où on n'avait pas l'heure juste, et on avait un discours complètement rafraîchissant, qui était proche, qui était très bien articulé. Et c'était de la stratégie de relations publiques, mais qui était articulée autour des belles qualités de la candidate à la mairie, qui est devenue mairesse de Montréal aussi. Ils n'ont pas créé une image autour de Valérie Plante. Ils n'ont que surligné des traits de personnalité qui allaient exactement dans les attentes de l'électorat. Et ils n'ont pas dit d'arrêter de sourire. Surtout pas. Mais ce n'était pas que ça. Je vais m'asseoir avec vous parce qu'il y a quelque chose que je vais aborder avec vous. Oui. Relations gouvernementales. Ça m'a toujours fasciné un peu. C'est pas du lobby, ça. Il y en a. Oui. Il y en a, oui. Il y en a. Mais il y a de la relation publique en affaires gouvernementales qui n'est pas du lobby, qui est juste une façon d'aider des gens qui vont aller travailler avec les gouvernements pour leur faire voir les enjeux, c'est comme ça qu'on dit ça? C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui, sans le savoir, se retrouvent dans un univers réglementaire, veulent avancer des dossiers, un projet d'agrandissement d'un bâtiment ou d'implantation, par exemple, d'un bâtiment, puis il y a toutes sortes d'enjeux réglementaires. Ces enjeux-là font en sorte que les organisations doivent être ouvertes et préparées à leurs premières interventions, parce que souvent, on se fait une image très rapide du projet, par exemple, un objet quincaillerie, c'est arrivé il y a quelques années, un nouveau quincailler qui voulait s'implanter dans un marais où il y avait des grenouilles en voie d'extinction, etc. Bien, c'est de la relation gouvernementale dans le sens où il y avait des interventions à faire auprès de la municipalité, d'aller chercher les permis, mais également d'avoir en tête, et c'est pour ça que dans notre agence, on travaille en symbiose ou en complémentarité, il y avait un enjeu de relations publiques avec les différents publics, les citoyens, avec les groupes environnementaux, etc. Et tout ça devait être cohérent. Alors, ce n'est pas juste du lobby, des représentations dans un bureau de ministre pour faire changer un projet de loi ou un règlement, mais c'est de façon plus large, la relation gouvernementale. Dans le fond, c'est de coordonner le discours pour qu'il soit toujours issu d'un tronc commun, qu'on parle à un gouvernement ou qu'on parle à une municipalité ou qu'on parle à un citoyen. À quelque part, il ne faut pas parler de tous les côtés de la bouche. Il faut juste adapter son discours à celui. Il faut l'adapter, puis il faut se mettre aussi dans la place de l'élu ou du fonctionnaire qui applique un règlement, puis il faut comprendre cette réalité-là, qu'il soit réglementaire ou politique, ou sociale, ou par rapport à l'opinion publique, et mettre ça dans un tout cohérent, puis c'est une stratégie qui est beaucoup plus structurée et adaptée à la nouvelle réalité. On n'implante plus un bâtiment dans un marais aujourd'hui comme on le faisait il y a 50 ans, là.
Comme tout le monde qui vous parle à un moment donné dans la conversation et qui vous redemande votre nom, on vous a, quand on vous a appelé, dire « Tu parents avec Gordy, ça? Patrick Hall? » Et la réponse, c'est non, mais c'est la suite de la réponse qui m'a un peu flabbergasté. C'est intéressant, hein? On me pose la question depuis que je suis tout petit, on la pose même à mes propres garçons. Est-ce que Gordie Howe est un grand-père ou un prix dans ta famille immédiate? C'est malheureusement pas le cas, mais pour en arriver à cette réponse-là, j'ai dû me rendre en généalogie jusqu'en 1530 quelques. Là, on est rendu en Écosse de nos ancêtres pour me rendre compte que les branches se sont séparées à ce moment-là. Donc, ça fait quand même plusieurs siècles qu'il n'est plus dans ma famille. Vous êtes loin du hockey. Là. On est loin du hockey. Mais j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Oui. En produisant sur le blog de mon entreprise, je me permets certaines réflexions sur la profession. Des fois des trucs et conseils, mais des fois des réflexions plus larges pour susciter le débat. Et toute la question du tribunal populaire m'animait beaucoup. On a vu les cas à Hollywood, même au Québec aussi, ébranler le milieu artistique. Oui, on a eu plus que notre part. Là. On pourrait faire un bye-bye juste sur ça. Là. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais là, ça a quoi à voir avec Gordie Howe, puis le hockey, puis votre généalogie, ça? Bien, j'ai découvert que j'avais une sorcière dans mes ancêtres, une sorcière de Salem. Elizabeth Howe, qui a trouvé la mort de façon atroce. Elle a été pendue en 1692 à Salem, à la suite d'allégations de la part de ses voisins, des propriétaires terriens, de son refus de joindre une religion qui était tenue par un pasteur qui avait une grande emprise dans la région. Il faut se remettre dans cet état de psychose qui a condamné une trentaine de femmes complètement innocentes de sorcellerie. Vous avez une ancêtre Puis j'ai une ancêtre, oui, exactement. Une sorcière. Une sorcière. Une des 35 sorcières de Salem était une de mes ancêtres. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment la construction du tribunal judiciaire était la conséquence d'un tribunal populaire qui était implacable. Et l'acte d'accusation de mon ancêtre a été créé de toutes pièces à partir des ragots du village, de l'Église, des chicanes entre les familles à l'époque, de toutes sortes de raisons. Et puis mon ancêtre gérait la famille. James Howe, qui était son mari, était aveugle en 50 ans. Donc c'est mon ancêtre, Élisabeth, qui gérait la propriété familiale. Et ça causait toutes sortes d'enjeux à l'époque d'une Nouvelle-Angleterre puritaine, qu'une femme gère autant. Alors elle s'est fait accuser de toutes sortes de choses, dont de sorcellerie, et elle a été condamnée. Et c'était vraiment un tribunal, entre guillemets, populaire. Et c'est là où on revient à ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, où votre réflexion sur le tribunal populaire a pris une tangente généalogique, mais avec un regard supplémentaire sur le tribunal populaire. Exact. Dans certains cas, le tribunal populaire peut être nécessaire pour certaines personnes qui ne croient pas ou qui ne voient pas l'avenue du tribunal judiciaire comme une possibilité, donc vont s'exprimer sur des réseaux sociaux et l'effet du nombre va galvauder l'énergie de ces gens-là et ils vont obtenir satisfaction, justice par le tribunal populaire. Le corollaire, et c'est de l'analogie avec mon ancêtre, c'est que quelquefois le tribunal populaire a tout à fait faux et va condamner un ou des innocents sur la place publique. Alors, dans le cas qui s'est passé dernièrement, qui nous a profondément touchés parce que c'était des figures artistiques connues et respectées, les agresseurs qui sont accusés d'agression sexuelle, il n'y a rien à faire avec eux au niveau de la réputation. Par contre, les employés de ces entreprises-là, qui étaient bien implantées, ont subi les conséquences du tribunal populaire et ils ont vécu et ils vivent encore les conséquences de ces actes d'accusations-là. Que ce soit dans le cadre des entreprises autour de Salvaille ou de Juste pour rire, on en a pour des années avant de passer à autre chose pour vrai. On va toujours être dans une espèce de petit flou avec des vagues, des conséquences, pas juste financières, mais affaires, relationnelles, appelons-la comme on veut. Là, la tourmente est loin d'être terminée pour ces gens-là. Elle est loin d'être terminée. Et les relations publiques, aussi surprenant, on a tendance à l'oublier. C'est pas juste la gestion de crise médiatique, mais c'est aussi la crise à l'interne. Dans ma clientèle, j'ai pas juste des entreprises ou des porte-paroles, j'ai également des gens en ressources humaines qui ont à communiquer un message aux employés dans une crise semblable où c'est le chef d'entreprise qui est ciblé, l'entreprise qui est en péril. Il faut communiquer de façon efficace aux employés et il faut encore là que le message soit cohérent à l'externe et à l'interne. Ça m'a frappé cette semaine en sachant que j'allais vous parler puis qu'on allait parler de tribunal populaire.
Ça m'a frappé de voir qu'aux États-Unis, on continue, là, c'est pas fini. Là. Matt Lauer de NBC, puis ça a suivi avec Rose, Charlie Rose, puis d'autres. C'est comme si à un moment donné, on se dit, ouais, mais là, c'est trop, c'est comme pas assez. Là. À quelque part, on ne peut pas s'empêcher de penser, malgré tout le bien de la dénonciation puis tout le bon que ça peut faire, de penser que là, il y a une vague qui est en train une déferlante qui est en train de faire du mal. Puis je ne veux pas dire à des gens qui ne le méritent pas, mais à des gens pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas d'accusation, il n'y a qu'un tribunal populaire à la 2017. Là. Et c'est là toute l'importance de la professionnalisation, autant des médias que des professionnels en relations publiques. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas nécessairement à l'université, mais ça s'appelle le jugement professionnel. Et c'est de savoir faire la part des choses. Et malheureusement, des fois, à trop vouloir être transparent et colporter un ressentiment populaire sur la place publique dans le biais d'un média, par exemple, on peut se retrouver à créer des dommages collatéraux. Moi, j'ai en tête Gilbert Sicotte. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Au moment où on est le 1er décembre, ça va être diffusé le 2 décembre, je crois, cette entrevue, on n'a pas eu de réponse officielle ou de prise de parole le Conservatoire d'art dramatique. Puis M. Sicotte s'est retrouvé dans une situation, mais tôt ou tard, il va falloir qu'il reprenne sa place dans la sphère publique. Et pour ça, il va avoir besoin d'un ou des professionnels pour l'accompagner là-dedans dans le retour. Mais c'est un dommage collatéral. Ah oui, puis ce serait trop triste s'il ne retrouvait pas une certaine place pour commencer, quel que soit le résultat des enquêtes et de tout ce qui va se passer. Il y a eu là une descente aux enfers qui, de toute façon, était de façon flagrante, un peu exagérée. Jusqu'où exagérée, on ne le saura peut-être jamais, mais à quelque part, il y a eu là une victime collatérale, c'est-à-dire lui, de tout ce qui est en train de se passer. Il méritait peut-être de perdre son emploi, il méritait peut-être un paquet de choses, mais on s'entend que ce qu'il a eu sur la place publique, c'est vraiment... C'est vraiment une condamnation sans appel. Sans appel. Et pourtant, on avait là une belle occasion d'expliquer c'est quoi enseigner le théâtre. Ouais. Moi, la mère de mes enfants est professeure de théâtre. Et la recherche des émotions pour permettre à un acteur de jouer des scènes extrêmes, puis on en a quelques-unes en tête. Là, Unité 9, cette semaine, c'était épouvantable, mais ce sont des professionnels qui sont allés prendre un café ensuite, après le tournage de la scène, mais ils sont allés chercher dans un bassin d'émotions tout ce qu'il faut pour être crédible à l'écran. Alors, comment un professeur va chercher ça chez ses élèves qui ne sont pas encore des professionnels, ils sont en plein apprentissage. Il y a différentes techniques. Certaines sont peut-être contestables ou fonctionnent moins au 21e siècle. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu qu'on nous explique. De toute façon, quel que soit le professeur, quels que soient les professeurs, pour 25 étudiants en théâtre, il n'y aura pas 25 grandes carrières, là, on s'entend, là. Non, ça fait. En partant, là. Puis dans n'importe quelle discipline professionnelle, il y a des gens qui disent, vous n'êtes pas à votre place. Vous ne maniez pas le scalpel correctement, vous avez la main qui branche. Sortez de la médecine. Ou écrivez des prescriptions, mais arrêtez les chirurgies. Là. Arrêtez les chirurgies, exactement. Et souvent, ce geste-là, c'est le professeur comme maître qui doit le dire. C'est fou parce que, pour parler en particulier de ces cas québécois, même si les cas américains sont légion en ce moment, là, vous m'avez parlé de relationnistes et de la place des relationnistes dans ces crises-là, quand le tribunal populaire s'impose et expose. Moi, j'ai beau avoir été journaliste pendant 37 ans, je suis retiré maintenant, mais je m'amuse encore beaucoup. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de voir... J'ai toujours dit que les journalistes étaient les pires langues de bois, là, plus que les politiciens. Mais j'ai eu un malaise depuis un mois quand j'entendais, après les excuses écrites, les communiqués écrits de Roson et compagnie et Salvaille, j'entendais des grandes vedettes de la radio et de la télé dire « Bon, un autre relationniste qui nous a écrit ça, là, alors je m'excuse si j'ai pu... Bon, les relationnistes puis les avocats ont écrit ça. » Ils voulaient qu'ils écrivent quoi au juste, ces messieurs? C'est une excellente question. Ça crée un cynisme. Oui. Ça crée un cynisme parce qu'un professionnel en relations publiques, dans sa relation avec un journaliste, c'est un facilitateur. C'est nécessaire. Et je vous dirais même, puis on pourra s'en reparler peut-être dans une autre entrevue, que si les relationnistes n'existaient pas dans les entreprises d'aujourd'hui avec la rapidité à laquelle l'information doit sortir, bien, c'est les journalistes qui demanderaient qu'on crée la fonction dans les organisations. Ce sont des facilitateurs de premier plan. Et cette communication-là, oui, c'est un professionnel. Alors, le tribunal judiciaire, oui, on a les avocats
et le tribunal de l'opinion publique, les professionnels en relations publiques. Et oui, c'est normal que des professionnels qui ne sont pas collés sur leurs émotions dans une situation de rôle conseil, de service conseil, peuvent accompagner une personnalité ou une organisation qui se retrouve dans une situation de crise pour la conseiller de façon la plus adéquate possible. Et quand on faisait l'allusion, et c'est le sujet de mon billet aussi, entre le tribunal judiciaire versus le tribunal populaire, de plus en plus, les deux cohabitent l'un avec l'autre. Et dans ma pratique professionnelle, j'ai de plus en plus à travailler avec des avocats, puisque avant qu'il y ait un procès devant un tribunal judiciaire, il peut avoir 2 ou 3 ans où la réputation de l'entreprise, de l'individu est mise à mal, et il faut trouver des voies de sortie ou d'explication qui ne nuisent pas au tribunal judiciaire, mais qui répondent rapidement à la situation. Alors, il y a une cohabitation, une complicité qui se fait aussi, une collaboration, je dirais, qui se fait avec les Mais évidemment, ça aseptise parfois le communiqué, la déclaration, l'énoncé. Mais moi, dans mon auto, j'ai pas pu m'empêcher de hurler quand j'ai entendu un animateur bien connu dire « Bon, un autre communiqué là, déclaré que... » Et j'ai fait « Oui, mais tu voulais qu'il écrive quoi au juste? Comment est-ce qu'il aurait pu t'appeler et dire « Je m'excuse », c'est pas mieux? Il faut être prudent. Ben oui. Il faut être prudent. Puis je pense que certains médias et animateurs auraient tout intérêt à connaître davantage une profession. Puis je pense que dans un de mes chapeaux aussi, comme deuxième vice-président de mon association professionnelle, la Société québécoise des professionnels en relations publiques, je pense qu'on a tout intérêt à faire connaître la nature de notre travail. Il n'est pas normal qu'on tire sur le messager comme ça, alors qu'au bout de la ligne, c'est le client, c'est l'individu, c'est la personnalité qui prend la parole et qui tente d'expliquer dans les circonstances le plus possible. Et dans les limites de ce qu'il est capable de dire légalement, parce qu'il y a aussi des trucs légaux là-dedans, vous l'avez dit avec les avocats. C'est pas le lendemain, quand tu écris quelque chose sur Facebook, que tu as la tête exactement à écrire quelque chose qui peut vivre 2 ou 3 ans devant des procédures judiciaires légales et autres. Exactement. Non, il faut réagir rapidement, mais il faut tenir compte aussi des conséquences de ce qu'on peut dire, qui peut être judiciaire au niveau du nombre d'employés, etc., de la survie de l'entreprise. Je retourne. On a fini de jaser sur... Il m'est venu une image, c'est Salvaille à côté de son four dans les recettes pompettes. Mais ça n'a rien à voir, c'était pas ça. Mais je m'en allais dire ça. On est au verre d'eau, nous. Comme d'habitude, je suis en train de dire tout ce que je pense tout haut. Votre recherche généalogique vous a donc amené à réfléchir et je pense que vous allez écrire ça bientôt. Oui. Vous allez l'écrire où et vous avez quoi comme satisfaction personnelle et professionnelle à avoir fait ce tour-là? Parce que c'est vraiment ce que vous avez bouclé une boucle. Bien, c'est sur notre site consularp.com et ça va être distribué sur les différentes plateformes sociales de notre organisation, de notre entreprise. La satisfaction personnelle, c'est peut-être de pouvoir dire, via le biais d'un blog, un sentiment qui nous habite comme individu par rapport à notre profession, par rapport à une situation. Et là, je trouvais ça intéressant d'avoir une histoire personnelle, généalogique, pour expliquer finalement que le tribunal populaire a toujours existé, puis il y a plein d'autres exemples qui existent là. Et que les médias sociaux lui ont redonné toute sa force, sa puissance et ses lettres de noblesse, si tant est que c'est de la noblesse, là. Parce que c'est beaucoup ça aussi qu'en 2017 on fait. À l'époque, c'est qu'on criait sur le bord d'un jardin, sur le bord d'une rue du village, puis on attroupait des gens. Là, on fait ça sur les médias sociaux. Bien, les médias sociaux sont ce que les discussions étaient sur le perron d'église à l'époque, en sortant de la messe, là. Donc, ce que ça a permis ou ce que ça a amené, les médias sociaux, c'est une plus grande exposition à certains messages, d'où des fois la gestion de crise ou les enjeux délicats, mais également la rapidité. Alors, mon ancêtre, elle a été condamnée pendant presque 1 an dans le tribunal populaire et le procès s'est déroulé en même pas quelques heures, là. Patrick Howe, merci beaucoup c'est pas des confidences, là, mais de ses propos et de ses explications. Et au plaisir d'une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Patrick Howe est avec Consulat Relations publiques. Moi, je suis avec l'Institut Format. L'émission s'appelle Communication 360. C'est pour les communicateurs et par les communicateurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut!